Dans les précédentes vidéos, on a parlé du branding, de ce que c'était, à quoi ça servait, et on a fait un tuto pour que vous puissiez le faire vous-même, pour vous créer votre identité, votre univers artistique qui soit cohérent, clair et qui vous rende identifiable. Ici, on va analyser 7 cas concrets, donc 7 artistes qui ont eu un branding fort. On a choisi de faire ça pour rendre les choses un peu plus concrètes pour vous, puisque jusque-là, on a donné beaucoup d'explications, beaucoup de théories. Et c'est pas forcément évident de se projeter ou d'avoir des exemples en tête. Donc là, on va amener des choses dans des univers et des époques et des genres musicaux complètement différentes pour vous montrer que c'est pas quelque chose de tout récent, le branding. C'est un mécanisme psychologique humain qui fonctionne depuis très très longtemps, même si aujourd'hui on lui donne un mot et qu'on l'associe à du marketing. Voilà, c'est vraiment important de comprendre que c'est quelque chose de fondamental depuis déjà très longtemps, et certains l'avaient déjà bien compris. Donc on va commencer par David Bowie. Là, l'idée avec cet exemple, c'est de vous montrer, on l'avait déjà évoqué avec Fabien, mais que la peur de s'enfermer dans une histoire, un genre, un style visuel et autres, avec lui, on a la preuve que c'est pas une obligation, puisque lui, d'un projet sur l'autre, il a totalement changé la totalité de ce branding. Mais sur chaque projet, il y avait une cohérence. C'est juste que il s'est réinventé à chaque fois. Donc c'est vraiment le maître de la réinvention. Et ça a été une force pour lui. Et ça a même créé de la surprise, parce qu'en fait, on se demandait sur le prochain album bah, quel personnage il allait jouer, quelle histoire il allait nous raconter. Donc Bowie, sur chaque album, il a tout un univers qui a défini en fonction de la musique et de l'histoire qu'il voulait raconter, où bah, il y a un costume, il y a des couleurs, et il y a la pochette d'album qui est dans le même genre. Donc il y a vraiment, en fait, il a réfléchi la partie storytelling, la partie visuelle et la partie qui est avec le personnage, donc les questions principales qu'on a vues dans le tuto, et il les a adaptées à chaque album, et vraiment de la simple pochette jusqu'à l'attitude et les costumes sur scène, en passant bien sûr par du coup la communication qu'il y a eu autour et toute l'attitude qui allait autour. Donc c'est quelque chose qui a vraiment bien marché, et lui est vraiment donc cet exemple que d'un album à l'autre, on peut changer totalement de vision, d'univers visuel, mais il faut qu'il y ait une cohérence sur un projet. Miles Davis, lui, il a joué sur quelque chose que j'appellerais la rareté. Très peu d'apparitions, de prises de parole. Il a joué la carte un peu du mystère, et du coup, bah, justement, ce mystère, ça attire, ça rend désirable, ça donne envie, on attend, bah tiens, il dit pas grand-chose, donc on guette sa prochaine apparition, qu'est-ce qu'il va dire? Voilà, ce côté très très mystérieux a énormément fonctionné pour lui. On peut le retrouver sur ses costumes, voilà, qui s'habille un peu différemment du standard dans son genre musical à lui. Et donc dans sa narration, bon, il parle très peu d'apparitions, très peu de prise de parole publique, pas de sourire, il y a vraiment pas grand-chose qui ressort de là. Mais ça a créé ce fameux sentiment de rareté, et du coup d'attente et de désirabilité. Alors, Jean-Sébastien Bach, les Allemands vont me tuer s'ils m'entendent le prononcer comme ça. Mais peu importe. Lui, il est là pour une raison. C'est pas tant pour analyser son branding, parce que, en plus, probablement qu'il n'était pas volontaire à l'époque. C'est pour vous montrer ce côté, justement, que c'est intemporel, et que c'est pas un peu une lubie marketing de notre époque. Euh, les outils sont différents, parce qu'aujourd'hui, ça passe par des réseaux sociaux, par des choses qui n'existaient absolument pas à son époque, hein. Il est mort il y a presque 300 ans. Mais pour dire qu'en fait, cette identité, quand elle est créée, ça fait quelque chose qui est mémorable et qui est identifiable. Ça c'est vraiment ancré dans la psychologie humaine, et on fonctionne toujours comme ça aujourd'hui, malgré que la lecture et les outils soient différents. En fait, on a besoin de pouvoir se raccrocher à une personne, à son univers, à son histoire. Et donc c'est pour ça que j'ai mis Bach dans les exemples ici.
Donc voilà, oui, comme je le disais, c'était pas forcément conscient, mais en tout cas, il a marqué les esprits, hein. Il y a eu on a des portraits, donc on sait à quoi il ressemble même maintenant. On peut voir une image et quand on connaît un peu, on va se dire, ah lui, je sais qui c'est Bach. Il a principalement marqué par sa musique, quand même, faut être clair. C'était le maître incontesté du contrepoint. Il a fait des choses en polyphonie, en harmonie qui étaient vraiment formidables. C'était un génie. Et il a aussi rattaché tout ça au niveau narratif à sa foi, de sa religion. Et donc, ben, malgré lui, tout ça, ça a créé vraiment une identité qui lui est propre, qui était différente des autres compositeurs de son époque et qui a marqué les esprits au-delà de son talent. Alors Daft Punk, voilà, on a parlé de Miles Davis avec le côté mystérieux. Bah eux, ils ont poussé le truc à l'extrême. J'ai écrit "Nous n'existons pas", c'est un peu phrase choc, mais c'est vrai que en fait, on sait pas qui c'est du tout. Donc là où Miles Davis s'était dit, bon, je veux pas trop d'apparitions publiques, je veux pas en dire trop, je crée de l'attente, de la rareté. Eux, ils créent carrément un imaginaire où on peut se poser toute sa vie la question de qui c'est, quoi. Et on peut les suivre pendant 50 ans de carrière, et au bout de 50 ans, on se demandera toujours c'est qui sont derrière ces casques. Alors eux, c'est dans un univers du coup complètement différent par rapport à Miles Davis au niveau visuel. Ils ont poussé le truc à fond aussi avec les casques, qui fait que leur visage du coup n'est jamais apparu, et avec des designs beaucoup plus modernes, voire futuristes, qui collent beaucoup mieux à leur style musical. Et ils ont donc forcément fait tout leur narratif autour de ça. C'est presque une mythologie de se dire mais qui sont ces deux personnes-là. Et ça peut faire parler longtemps beaucoup de gens. Alors là, on change encore de registre et d'époque. Bob Marley. Bob Marley, forcément, euh, lui, on a tout de suite des images qui nous viennent en tête de lutte pour la liberté, l'émancipation, l'amour universel, des choses comme ça, voilà, qui nous viennent. Et effectivement, ça a été lui plus que de sa musique, en tout cas bien au-delà de sa musique, c'est toute sa philosophie Rastafari, c'est tous ces combats qu'il a menés donc réellement pour la paix, toutes ces apparitions, tous ces discours, tous ces presque ces manifestes, et donc en utilisant le reggae. Pour certains, c'est un précurseur, mais le reggae existait déjà quand même depuis quelques temps. Et si lui a plus marqué les esprits, c'est aussi ben, pour tout son univers qui a été naturellement. Pour le coup, je sais pas si ça a été réfléchi ou non, mais ça s'est fait en tout cas, et donc on lui associe tout de suite ces images-là. On change encore de registre, on parle de Rammstein, donc là on passe sur du métal, euh, et pourtant c'est pas un genre qui est écouté par le plus grand nombre, mais Rammstein, la plupart des gens en ont déjà entendu parler ou connaissent parce que ils ont su aussi utiliser des concepts assez forts. Eux, alors déjà il y a le jeu scénique avec toute la pyromanie, voilà, énormément de jeux de flammes sur scène, tout un univers industriel un peu chaotique parfois, euh, presque militaire parfois, et ils ont joué aussi sur de la provocation. C'est-à-dire que eux, ils se sont pas engagés directement sur une prise de parole, dire je veux défendre ça, mais ils sont allés exprès sur de la provoque, et ça fait réagir. Bah, le fait que les gens en parlent, la musique se diffuse et se propage. Les White Stripes, on les a cités déjà plusieurs fois dans les exemples, c'est vrai que eux, c'est très marquant, un peu plus récent, dans un univers vraiment rock, rock un peu rétro, hein, qui s'inspire beaucoup des années 70. Et là, eux, ils ont fait vraiment quelque chose de très minimaliste. Donc ils se sont imposés des contraintes en faire. C'est peu d'éléments, peu de couleurs, et ça paraît presque plus simple, mais en fait, il faut arriver à suivre toute une carrière avec ces codes-là. Et eux, ils ont bien réussi. Donc rouge, blanc et noir. Et si vous regardez bien, que ce soit des interviews, des albums, les lives, euh, tout reste sur ces trois couleurs-là.
Oui, donc ça reste minimaliste dans leur formation aussi, puisqu'ils sont que deux, guitare et batterie. Il n'y a pas de chichi autour de tout ça. C'est cohérent avec le fait d'avoir un design minimaliste. La formation en elle-même est minimaliste. On ne parle pas du pédalier de Jack White, mais sinon pour tout le reste, c'est minimaliste. Et le pédalier, personne ne le voit, à part les tarés de guitare. Voilà, au niveau de la narration, il y a beaucoup de mystères aussi. Donc on a entendu pas mal de choses, mari, femme, frère et sœur. Certains disaient les deux. Euh, voilà, il y a plein de choses qui ont tourné autour de ça. Eux ont préservé volontairement ce mystère, parce que bah là, c'est quelque chose qui revient, on l'a vu assez fréquemment, le mystère. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faut que vous ayez du mystère, mais c'est quelque chose qui donne envie de chercher un peu plus, d'attendre les prochaines prises de parole pour savoir ce qu'ils vont dire, s'ils vont révéler des choses. C'est quelque chose qui fonctionne de manière générale assez bien. Encore une fois, c'est pas adapté à tout le monde, à tous les genres, à tous les styles, mais pour ceux qui se sentent à l'aise avec ce principe-là, c'est quelque chose qui souvent fonctionne très bien. Donc voilà un petit tableau qui récapitule les 7 artistes qu'on vient de détailler ici. Euh, je vous laisse le regarder un peu, vous mettrez pause sur la vidéo si vous voulez vraiment prendre le temps de l'analyser. Mais c'est pour dire que là vraiment l'idée du tableau, c'est pour montrer en fait qu'il n'y a pas une recette magique et miracle qui va fonctionner pour tout le monde. Ce qui est important, c'est que ce soit des choses qui vous plaisent à vous, qui sortent de votre personnalité, de votre musique. Qu'est-ce que vous visualisez, qu'est-ce que vous voulez quand vous faites votre musique. Et en fonction de ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise, et ben vous allez pouvoir vous orienter vers, voilà, je viens de parler du mystère juste avant, qui est quelque chose qui fonctionne bien, mais on voit qu'ils n'ont pas tous joué là-dessus. Et il peut y avoir voilà, une constance visuelle, donc quelque chose vraiment des visuels, je reprends White Stripes en exemple, qui sont toujours les mêmes, qui n'ont pas changé depuis des années et qui fonctionnent très bien. Avec Bob Marley, on a plutôt le côté idéologique et forte. La réinvention, on l'a vu sur Bowie, donc ne pas s'enfermer dans quelque chose, mais se donner la possibilité d'un album, d'un EP, d'un clip à un autre, de pouvoir changer l'aspect visuel, l'aspect narratif, mais n'oubliez pas qu'il faut que ça reste cohérent sur un projet donné. Et on voit le petit tableau longévité, pardon, qui est quand même très forte pour beaucoup, puisque forcément, ça a été des identités qui ont été tellement fortes, tellement assumées, tellement poussées, que ça reste dans nos mémoires. On ne peut pas ignorer, quel que soit le genre musical, il y a des groupes ou des artistes en tout cas dont on a forcément entendu parler ou vu quelque chose dessus. Donc la petite synthèse, c'était pour aussi faire un rappel pour le coup à tout ce qu'on dit sur le branding depuis le début. Ce branding, à quoi il sert? Répondre à ces questions-là. Qui ils sont? Pourquoi ils font cette musique-là et pour qui ils font cette musique-là? Et alors après, ce qui marche le mieux, c'est la cohérence. Et donc voilà, pour la cohérence entre les visuels, la personnalité, la musique, la tonalité qu'on va utiliser, tout ce qui fait la direction artistique, tout ce qui fait le branding, va faire qu'on a un projet, pardon, qui est clair, qui est cohérent et qui sera mémorable. Petite phrase pour vous rappeler que très souvent on associe le branding à du marketing et c'est délicat pour certains musiciens de voir leur musique comme un produit. Et donc, faut penser que faire son branding, c'est pas vendre son âme au diable pour vendre sa musique. C'est juste en fait clarifier ce que vous avez dans votre tête en quelque chose de clair et de compréhensible pour le public, pour créer du lien, de l'émotion et de l'engagement. Et ça, quand c'est fait, vous allez pouvoir fédérer une communauté de fans assez importante et rassurer les professionnels de la musique. Et donc, vous aurez une grande avance sur les groupes qui ne prennent pas le temps de faire leur branding.